Même si elles apparaissent très souvent souriantes et ultra complices à l'écran, il arrive très souvent que les relations entre célébrités soient bien moins bonnes en réalité. Et même si les célébrités gardent la tête haute et la bouche fermée pendant des années, il arrive aussi très souvent qu'à un moment donné, elles finissent par parler, voire à régler leur compte directement sur les réseaux sociaux. En 1990 débarque la série Beverly Hills 90210 sur nos écrans. Brenda, jouée par Shannon Doherty, et Kelly, jouée par Jenny Garth, sont très amies à l'écran et se disputent de temps à autre. I thought you guys were my friends. I loved you, I trusted you both. Mais leur relation dans la vie réelle a bien plus dégénéré qu'à l'écran. S'il était fréquent que les deux actrices se prennent régulièrement le chou, elles pouvaient compter sur leur copine et co-star Tori Spelling, qui joue Donna dans la série et qui est accessoirement la fille du producteur de la série, pour apaiser des tensions. You know, ever since you started going out with Dylan, you have developed this side of your personality that's completely unbearable. Donna, is that true? Well, you have become a little stuck up. Me? You and Kelly are two of the most stuck-up people I've ever met in my life. Une position pas franchement enviable, on va pas se mentir. Et puis, après 4 saisons, Shannon Doherty quitte la série pour de bon. Mais pourquoi ? Si les rumeurs vont bon train et que les acteurs n'ont jamais réellement reçu d'explication de la part de la production à son départ, il faudra attendre quelques années pour que les langues se délient. Sur le plateau de l'émission américaine Watch What Happens Live, Jenny Garth admet qu'après une énième prise de tête, elles ont fini par en venir aux mains, ou presque. I can only remember one incident, and that was when, we took it outside. You did? Yeah. Did it actually get physical? Yeah, I'm a Midwestern girl. Right. And I spent some time in Glendale, Arizona. Okay. So that makes you tough. Puisque les acteurs masculins sont juste arrivés à temps pour les séparer. Un épisode qui a traumatisé Tori Spelling, qui a appelé son père dans la foulée pour lui expliquer la situation. Do you remember that? I do, but I stayed in my dressing room shaking when it was happening. Right. And do you remember what that fight was about that got physical? I do. But I don't want to say because it's so stupid. It's so dumb. Really You guys You were were teasing so each young. other, and she like pulled your Teasing, skirt she, up. like, yeah, and She pulled your skirt I up. didn't care for that. Right. Like who does? I don't want Right. to do that to someone. Right. Wow. Well, I'm How do you glad- think you said it? Like Took it outside. I'm pretty sure I got in her face about it. Wow. Yeah. Wow. Et il n'en a pas fallu plus pour que le producteur décide de mettre un terme à tout ça et montre la porte de sortie à Doherty. Alors on pourrait croire que c'est totalement injustifié, mais visiblement l'actrice a quand même admis qu'elle trimballait une très mauvaise réputation depuis des années qui n'était peut-être pas totalement déméritée, une réputation qu'elle a fui pendant des années jusqu'au jour où elle a décidé de l'assumer pleinement et d'en faire un livre. Parce que finalement, pourquoi pas ? Les tensions entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall sont connues, très connues et sont le résultat d'une accumulation de frustration. En 1998, lorsque les actrices se rencontrent, le feeling passe très bien, ou au moins tout aussi bien qu'à l'écran, où elles jouent un groupe de 4 meilleures amies trentenaires qui vivent leur meilleure vie sexuelle. Mais peu à peu, les tensions commencent à monter durant la première saison quand Sarah Jessica Parker, star de la série, trouve que sa co-star lui fait un peu de l'ombre. Le personnage de Samantha est un personnage qui est très apprécié par le public et volerait donc un petit peu la lumière de Carrie. L'ambiance n'est pas la meilleure, mais Kim Cattrall peut compter sur le seul allié qu'elle est sur le plateau, le créateur de la série, qui lui apporte son soutien et maintient le calme auprès de tous, Darren Star. Mais les choses tournent un peu au vinaigre quand il finit par quitter la série, car c'est Michael Patrick King qui prend le relais et lui, il s'entend très bien avec Sarah Jessica Parker. Comme si l'ambiance n'était déjà pas assez plombante, elle s'envenime avec les salaires. Sarah Jessica Parker devient productrice de la série à partir de la 2e saison et voit son salaire augmenter jusqu'à 300 000 $ par épisode. Alors si on ne connaît pas bien le salaire des 3 autres actrices, on sait en tout cas que pour l'entièreté des 3 dernières saisons de la série, Sarah Jessica Parker gagnait en moyenne 3,2 millions $ par épisode, quand ses co-stars recevaient 300 000 $ pour finalement le même travail. Ah, on est très loin de l'équité qu'on pouvait retrouver chez les acteurs de Friends. À maintes reprises, Kim Cattrall a exigé une réhausse de son salaire, mais en vain. Michael Patrick King justifiait l'écart des salaires selon le statut de chacune, Sarah Jessica Parker était la star du show, sans elle, il n'y a pas de série, donc c'est normal. Kim Cattrall n'est pas à l'apogée de sa notoriété, Christine Davis est encore moins célèbre que sa co-star, et Cynthia Nixon était une actrice de théâtre. Les salaires reflétaient donc leur statut. Sauf que bon, si on peut admettre que effectivement Sarah Jessica Parker est la star du show et que sans elle,
il n'y a pas de série, force est de constater que sans ces 3 costards, il n'y a pas de série non plus. Les tensions sont de plus en plus palpables et des clans commencent à se former. Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker sont amies de longue date, elles ont déjà travaillé ensemble et se retrouvaient régulièrement au même casting durant leur enfance à Broadway. Christine Davis, quant à elle, se ferait petit à petit un chemin dans le duo et Kim Cattrall, elle est laissée à l'écart. À tel point qu'à la cérémonie des Emmys en 2004, les 3 femmes sont assises ensemble quand Kim Cattrall se trouve de l'autre côté. Peu après la série, les films sont proposés aux actrices. À nouveau, Kim Cattrall se plaint des différences salariales. Sarah Jessica Parker reçoit 15 millions pour le premier film et 20 millions pour le second, quand elle n'en reçoit que la moitié pour chacun des films. Et à nouveau, sous quel prétexte? Arrive enfin le projet du 3e film qui met un clap final à cette histoire. Dans un premier temps, Cattrall n'apprécie pas du tout l'histoire qu'on lui propose. Son personnage recevrait des sextos de la part du fils mineur de Miranda, Brady, une proposition qu'elle trouve vraiment de mauvais goût, et on peut le comprendre. Et à nouveau, la proposition salariale ne suit pas. Elle décide alors de clôturer le chapitre Sex and the City une fois pour toutes. Mais évidemment, comme personne n'explique ouvertement le problème, les rumeurs vont bon train et sont intensifiées par les publications Instagram de Sarah Jessica Parker et de Christine Davis qui expriment leur déception face à l'annulation du 3e film. Il n'en faudra pas plus pour que le public se retourne contre Cattrall, persuadé qu'elle est la seule et unique raison du problème. To get any kind of negative press about something that I've been saying for almost a year of no, that I'm demanding or a diva, specifically Sarah Jessica Parker, is that I think she could have been nicer. I really think she could have been nicer. I don't know what her issue is. L'histoire déjà bien conséquente aurait pu s'arrêter là, mais les échanges vont devenir publics et pas très cordiaux. En 2018, le frère de Kim Cattrall décède et Sarah Jessica Parker lui présente ses condoléances en même temps que des dizaines d'autres célébrités. Une pilule qui ne passe pour ainsi dire pas très bien auprès de Kim Cattrall, qui règle ses comptes dans un post Instagram dans lequel elle demande à l'actrice d'arrêter son hypocrisie, en somme, et de lui foutre la paix une bonne fois pour toutes. À bonne ambiance. Et le règlement de compte par message public interposé n'est pas qu'un truc de nana. En 2016, les fans de la saga Fast and Furious remarquent que les acteurs Dwayne Johnson et Vin Diesel n'apparaissent pas une seule fois ensemble à l'écran. Et pour cause. Dans un communiqué sur Instagram, l'acteur Dwayne Johnson explique qu'il est très heureux d'avoir travaillé avec de si bonnes collègues féminines et critique les personnes incapables de se comporter comme des hommes et des professionnels. Sans aucune gêne, il insulte ouvertement ceux qui ne sont vraisemblablement pas capables, mais les 2 hommes finissent quand même par en parler en privé et Dwayne Johnson adoucit ses propos dans une interview dans laquelle il dit que les 2 hommes ont simplement une façon de travailler différente et que l'acteur ne participera tout simplement pas au volet 9. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ça aurait été trop facile. Vin Diesel lui demande avec insistance de revenir dans le supposé dernier film, le 10. Et c'est là que c'est reparti en cacahuète. Plutôt que d'en parler en privé, comme toute personne sensée, Vin Diesel a préféré choisir Instagram pour faire passer le message à son collègue, dans lequel il évoque notamment ses enfants et leur ami disparu, Paul Walker. Une démarche que Dwayne Johnson n'apprécie clairement pas. Dans une interview avec CNN, l'acteur témoigne qu'il est en effet très surpris du post Instagram de son ancien collègue qu'il ressent comme de la manipulation, puisqu'il avait pris le temps d'en discuter en amont et en privé avec lui et qu'il avait été assez clair sur son intention de ne pas revenir dans la franchise. L'acteur a d'autant moins apprécié qu'il tente de le convaincre publiquement en mentionnant ses enfants et leur ami et collègue Paul Walker. En effet, Vin Diesel avait exprimé dans son post à quel point ses enfants considéraient Dwayne Johnson et que c'était donc très important pour eux qu'il fasse le dernier film et qu'en plus, il avait promis à Paul Walker de finir les choses en beauté. Alors, je sais pas si on peut parler de manipulation réellement, mais clairement, la démarche est pas la plus intelligente du monde. En effet, en 2021, il avait déjà annoncé publiquement qu'il ne reviendrait pas, et il a donc moyennement apprécié que son collègue lui force la main, publiquement, en connaissant en plus déjà son avis sur la question, et en utilisant des personnes qui leur sont chères pour le faire changer d'avis. Les mauvaises relations sur le plateau de Desperate Housewives ne sont un secret pour personne. Il semblerait que Terry Hatcher et ses co-stars, 4 femmes au foyer qui vivent dans le même quartier et qui deviennent les meilleurs amis du monde à l'écran, eh bien ne s'entendaient pas si bien que ça en réalité. Bon, ok, ça peut arriver à tout le monde de ne pas s'entendre, un peu comme dans tous les métiers en somme, on passe des heures
entière avec les mêmes personnes, parfois on a des personnalités qui ne matchent absolument pas, et parfois c'est simplement les aléas de la vie et les différences d'opinion qui font qu'on est amené à ne pas être de grands amis. Sauf que la situation était à ce point catastrophique que Vanity Fair, qui organisait une séance photo avec les 4 actrices à l'époque, avait reçu une liste de stipulations à respecter obligatoirement lors de ce shooting. Alors pour vous aider à situer et à comprendre un peu mieux, sachez que chaque actrice a son propre attaché de presse, c'est la personne qui s'occupe de sa réputation entre guillemets, et puis la série a un responsable qui s'occupe des 4 actrices, qui vérifie que tout se passe bien et que l'entente n'est pas trop mauvaise. Et cette personne-là, au milieu des obligations habituelles, comme par exemple que chaque actrice doit avoir son maquilleur, son coiffeur, sa styliste, etc., eh bien elle avait marqué l'interdiction de laisser Teri Hatcher choisir sa tenue en première. Vraisemblablement, l'actrice avait la réputation de tirer la couverture un peu trop vers elle. Et pas de bol pour eux, elle avait déjà pris la peine d'appeler sa styliste quelques jours plus tôt. Et elle arrive en premier sur le shooting. Elle se dirige alors droit vers le coin des tenues, et là, c'est le drame. On tente de l'arrêter, mais trop tard. Into the wardrobe trailer, I basically said, "So, what do you want me to wear?" And she held up that red suit, and I go, "All right," I put it on. And now, I mean, that was it, all of like 30 seconds. I actually read the thing, and I went, "Really? I'm not allowed in the wardrobe trailer before anybody else?" Autre indication, elle a interdiction de se trouver au milieu sur la photo. De toute façon, la disposition avait déjà été décidée, tandis que Eva Longoria se prélassait sur sa chaise, Felicity Huffman s'y appuyait à l'extrême gauche, Nicolette Sheridan prend la chaise à l'extrême droite, flanquée de Teri Hatcher et puis de Marcia Cross, et là, catastrophe, Marcia Cross crie au scandale. Teri Hatcher est de nouveau au milieu de la photo. Oui, parce qu'en fait, cette édition, elle est spéciale. Et sur la photo, si on a l'impression que Teri Hatcher n'est pas du tout au milieu, sachez que c'était en fait une édition spéciale et que la couverture se pliait en deux. De fait, quand on déplie la couverture, Teri Hatcher n'est pas au milieu, mais quand on la plie, on se rend compte que Teri Hatcher est au milieu. Tout le monde s'agite, les attachés de presse sont dans tous leurs états, le responsable de la séance photo ne sait plus où se mettre, et pour régler le problème une fois pour toutes, selon Teri Hatcher, elle aurait alors proposé au responsable du shooting de changer de place avec Nicolette Sheridan. I actually think my words were, "Mark, if you want me to get in the bottom of the pool, I'll go there." Like, I just trust you. Une expérience qui a vivement marqué le magazine, qui connaissait pourtant la mauvaise ambiance, mais qui était très loin de s'imaginer son intensité, à tel point qu'ils ont souligné sur la couverture, entre parenthèses, « Vous n'imaginez pas ce que ça a coûté pour avoir juste cette photo. » Et c'est ici que se clôture cette vidéo spéciale Gossip. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un like. Dites-moi en commentaire l'histoire qui vous a semblé le plus what the fuck. Je suis curieuse de savoir. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Allez couper.